Matryoshka. On ouvre cette table ronde maintenant avec Déborah et Laurence. Merci d'être au rendez-vous de ce premier festival Matryoshka. Laurence Allard, vous êtes maîtresse de conférences en sciences de la communication et chercheuse à l'IRCAV. Et vous travaillez beaucoup sur les usages du numérique depuis très longtemps. Et vous allez donc nous expliquer et nous offrir votre regard sur le métavers et sur la manière dont le numérique favorise le lien intergénérationnel. Déborah Bapiernik, bonjour aussi. Vous travaillez chez Ubisoft depuis, je crois, une vingtaine d'années à peu près. Ubisoft, éditeur de jeux vidéo mondialement connu. Et vous vous occupez de la stratégie et aussi de l'innovation. Enfin, vous allez peut-être nous dire exactement le département dans lequel vous travaillez. Et vous allez nous offrir aussi votre vision du métavers. D'ailleurs, on va tout de suite essayer de le définir, ce métavers. Enfin, on va demander d'ailleurs au public ce qu'il en sait. Et en ça, le jeu vidéo est très important, puisque le jeu vidéo, depuis de nombreuses années, quasiment ses débuts, cherche à nous offrir un monde immersif. Et on sait à quel point la technologie est importante. Merci à toutes les deux d'être ici. Alors, déjà, métavers, puisque c'était notre point d'entrée de cette table ronde, est-ce que quelqu'un peut tenter de me dire ce que l'on a compris du métavers? Oui, il y a quelqu'un. Alors, un micro. C'est bon? Ok. On vous entend. Vous appelez Fanny. Fanny. Fanny, ok. Le métavers, de ce qu'on m'a raconté, donc de mes parents, parce que je pense que c'est plus quelque chose qui, moi, en tant qu'adolescente, c'est pas quelque chose qui m'a plus marqué que ça, mais pour les parents et les générations, du coup pas la dernière génération, c'est quelque chose de très important. Ils ont l'impression que c'est incroyable et que c'est inimaginable. Mais nous, on a grandi dans ça en soi. C'est un monde de réalité virtuelle où par exemple, du coup, maintenant, il y a un marché immobilier dans le monde de réalité virtuelle où bientôt, on n'aura même plus besoin de vivre dans le vrai monde et on aura juste à mettre notre casque, nos gants, et pouvoir se balader partout dans un faux monde en quelque sorte. Et c'est quoi? Donc quand vous dites faux monde, c'est-à-dire que vous le voyez comme quelque chose de plutôt négatif, cet avenir-là? Parce qu'on est dans le faux semblant? Moi personnellement, je trouve ça plutôt, je trouve ça incroyable. C'est assez flippant, c'est sûr, mais il y a un sentiment, comme si on a vraiment plus besoin de ressources. En soi, le but de ce monde, c'est on peut se balader partout et quand on le souhaite, on retire notre casque, on va s'acheter à manger, on mange et après on retourne dans notre monde, retrouver nos faux amis et notre fausse vie. Puis, mais c'est assez inquiétant. Mais en même temps, je pense pas que ça va se passer comme ça non plus vers la fin. Il y a ce monde, il y a tous ces films, par exemple dans Ready Player One, où justement ça exprime ça. Mais je pense pas que ça va finir comme ça, personnellement. Alors Ready Player One, c'est un très bon exemple, une très bonne référence, le film de Steven Spielberg qui est sorti au début des années 2000, pour comprendre justement comment le métavers peut se construire. Je vous invite à le regarder. Et aussi parce que la science-fiction nourrit abondamment, encore une fois, les architectes de la Silicon Valley. Rien que le terme métavers est un terme qui est issu d'une œuvre de science-fiction. Et je rappelle aussi, pour montrer l'importance quand même de cette mutation, que le groupe Facebook a donc récemment changé son nom pour s'appeler Meta, comme métavers. Alors, on va maintenant essayer de le définir ensemble. Laurence Allard, le métavers, puisqu'on en entend beaucoup parler dans les médias, même Emmanuel Macron récemment dans un discours a même parlé de la nécessité d'avoir un métavers européen. Donc c'est dire, si le président de la République se saisit de ce mot-là, à quel point il est rentré dans l'espace médiatique. Comment vous pouvez définir le métavers ? Alors, d'abord, merci beaucoup de cette invitation. C'est une occasion de débattre justement de choix et de propositions technologiques qu'on nous impose souvent. Voilà, le métaverse, il faut un métaverse comme il nous faut la 5G. Et il y a peu d'instances finalement de débats citoyens sur ces propositions technologiques et comment est-ce qu'il faut finalement les adopter. Est-ce qu'on peut aussi les discuter? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres scénarios, scripts techniques? Voilà, donc ça, ici, voilà, on peut se dire qu'on est on crée une arène, une instance de débat, on va dire, démocratique avec des Fanny et les autres
autour de nos de choix technologiques. C'est un peu ce qu'avait répondu Bruno Latour, le sociologue des sciences et des techniques et aussi un penseur de l'écologie politique aujourd'hui, quand justement le président avait déclaré que c'était ou la 5G ou on vivait comme chez les Amish, et il avait rétorqué que justement chez les Amish il y avait un choix des différentes technologies, il y avait un inventaire et qu'il n'y avait pas d'imposition par défaut par certains groupes et entreprises commerciales de propositions technologiques dont on n'a peut-être pas grand-chose à faire et qui ne sont pas forcément très, très bonnes pour le brocoli-tree, par exemple, parce qu'il me semble que la planète, c'est plutôt au stade du brocoli-tree qu'on peut la retrouver si on multiplie peut-être les propositions technologiques pas forcément idéales pour on va dire l'environnement. Donc le métaverse, ça vient d'un ouvrage de science-fiction de Neil Stephenson de 1992 qui s'appelle Samurai. Il a été traduit en français par le samouraï virtuel. Il se trouve en effet que Neil Stephenson aujourd'hui, il est ingénieur, il est futuriste dans une start-up de réalité augmentée, donc ceux qui vont justement créer des lunettes avec des filtres, etc., qui s'appelle le Sleep Motion. Donc on voit justement aux États-Unis un imaginaire technicien qui est nourri par la science-fiction, et finalement les auteurs de science-fiction finissent par travailler dans les entreprises de science-fiction. C'est un peu ce que le théoricien des médias Richard Barbrook avait appelé l'idéologie californienne, c'est-à-dire comment des hippies ont imaginé une contre-culture technique et puis ont finalement délaissé la politique pour l'entrepreneuriat et continuer finalement à essayer de transformer le monde par la technique, mais du côté de l'entreprise. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu ce que je dirais. Vous avez raison. Et ce qui se passe aussi par la science-fiction, c'est quand même que tous ces récits de science-fiction sont souvent écrits comme étant un discours critique sur parfois les dérives du monde. C'est tout le courant cyberpunk qui va justement essayer de montrer à quel point les multinationales prennent le pas sur nos vies. Et c'est de voir comment ces récits de science-fiction qui à la base sont critiques, comme d'ailleurs les mêmes Ready Player One, le film de Steven Spielberg qui est plutôt sur une dénonciation de ces mondes virtuels, sont récupérés ensuite par ces gens-là pour justement essayer d'imaginer une contre-utopie ou ce que les auteurs de science-fiction pourraient eux-mêmes appeler une dystopie. Un petit exemple par rapport à ça, le fameux Neuralink d'Elon Musk, qui est donc cette start-up qui permet et qui œuvre pour une transmission des souvenirs qui irait du cerveau humain vers la machine. Neuralink, encore une fois, est un concept qui a été qui est né en fait dans les récits de science-fiction, mais quand ces concepts naissent dans les récits de science-fiction, souvent, encore une fois, c'est pour apporter un discours critique dans les dérives de la société qui sont ensuite récupérées, instrumentalisées, pourrait-on dire, par ces gens-là. Même question pour vous, Déborah Papiernik, vous qui encore une fois, vous êtes un peu en cœur de la machine chez Ubisoft, puisque cette entreprise fabrique. Pour vous, le métavers, est-ce que c'est totalement nouveau? Vous qui travaillez dans ce monde immersif, comment le définir? Et puis quel est votre rapport par rapport à ça? Alors, le métavers, aujourd'hui, il existe effectivement des tentatives de définition. On ne sait pas s'il y aura un métavers, s'il y aura plusieurs métavers, mais on le voit plutôt comme un prolongement de la vie réelle et une évolution surtout du web. On a commencé par un web d'information descendante. On est passé ensuite à un web où on a des contributions de la part de tout le monde, et puis avec toute cette dimension de réseaux sociaux, et un web aussi où la data aujourd'hui est la valeur du web. Et puis le web qu'on appelle 3.0, alors soit on appelle ça web 3.0, soit on appelle ça métavers. Des gens qui disent en fait tout ça c'est la même chose, c'est l'évolution, et au lieu d'être face à un écran plat comme on voit aujourd'hui avec des sites web qui peuvent être d'ailleurs très beaux, très engageants aujourd'hui, alors la prochaine étape c'est d'utiliser plutôt justement les lunettes de réalité augmentée, les casques de réalité virtuelle qui vont permettre cette présence, donc d'être plus dans ces mondes virtuels et pas juste derrière un écran, mais à l'intérieur de mondes dans lequel on pourra faire des choses qui seront plus immersives. C'est-à-dire on aura l'impression d'être là-bas. Alors, j'ai encore plein de choses à dire sur ce sujet, mais pour revenir sur la question par rapport aux jeux vidéo, on parle beaucoup plus du métavers hors du jeu vidéo que dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que dans l'industrie du jeu vidéo, c'est presque une non-question. Pour nous, c'est peut-être juste l'évolution. On a les outils pour créer des mondes virtuels. On sait déjà créer des mondes virtuels dans lesquels les gens passent du temps. Alors, il faut y passer du temps avec modération, mais dans
dans lesquels les gens passent du temps. Ils peuvent socialiser, ils peuvent apprendre des choses. On a des jeux qui sont, par exemple, sur des fortes bases historiques. Je pense à la série des Assassin's Creed, par exemple. C'est aussi des univers dans lesquels on peut gagner confiance en soi, parce que c'est des univers dans lesquels on peut essayer et échouer. On peut même faire ça face aux copains. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on accepte d'échouer face aux copains. Et bien là, on peut le faire dans les jeux. Et finalement, nous, on a déjà les outils pour créer. L'économie digitale, elle existe déjà dans les jeux vidéo. Alors après, avec toute l'arrivée des NFT, blockchain, on va pouvoir asseoir ça. Et puis nous, on tend aussi vers intégrer de plus en plus les joueurs dans la création des jeux et donner même de la valeur au temps qui passe ou aux créations qu'ils pourront faire à l'intérieur de ces jeux. Mais tout ce qu'on voit, c'est quand même une centralisation vers l'humain. Et en ça, je trouve que ça rassure un petit peu. Et pour moi, c'est pas là pour remplacer la vie, mais finalement pour remettre l'humain au cœur. Alors, justement, on aura l'occasion et puis même la nécessité de définir à un moment les NFT et la blockchain, parce que je suis pas sûr que tout le monde dans la salle comprenne assez bien ces notions. Juste, quand vous dites on n'est pas là pour remplacer, je pense que c'est une donnée importante. Quel est votre avis, votre commentaire sur les images qu'on a vues justement de Corée du Sud, où on voit cet avatar de cette petite fille disparue qui est quand même là pour justement remplacer à ce moment-là. On peut d'ailleurs se poser la question de l'étape du deuil, qui est l'acceptation de l'être. On voit que cette mère ne peut pas accepter la mort de sa fille, on peut bien le comprendre, mais quelle est votre vision, vous qui êtes un peu spécialiste de ces mondes immersifs, par rapport à ce genre de pratique ? Alors, moi, j'accroche pas du tout à ça, effectivement. Enfin, vous avez complètement raison. La notion du deuil, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a ce passage à autre chose. On peut évoquer le souvenir de la personne disparue, mais peut-être pas la faire revivre, parce que ça perturbe l'évolution de notre vie à nous, finalement. On ne grandit pas. Et on continue pas son chemin. Donc, techniquement, c'est possible. Est-ce que c'est bien ? Probablement pas. Et c'est là qu'il y a une dimension éthique importante dans l'évolution de ces métavers. Et c'est pour ça que, ou d'Internet en général. Et c'est pour ça que finalement, on ne peut pas le laisser au grand business. On ne peut pas le laisser à Facebook ou aux GAFAM en général. Et c'est pour ça que les États doivent s'impliquer. Et c'est aussi le sens pour moi de ce que le président de la République l'a annoncé quand il dit qu'il faut un métavers européen. Ça ne veut pas dire qu'il veut concurrencer Meta. Ça veut dire qu'il faut que l'Europe se dote d'outils, de briques technologiques qui permettront d'être indépendants. Et on a parlé jusqu'à présent de globalisation du monde. Ça, c'est un peu terminé, en fait. On repasse sur une régionalisation du monde avec des blocs géopolitiques qui vont permettre de vendre des choses peut-être à l'international, mais sur lesquels il y aura une souveraineté, mais je parle d'industrie, de santé, de jeux vidéo, de tout, en fait. Et où, finalement, on n'a pas besoin de dépendre des Chinois ou des Américains quand on veut faire quelque chose. Je donne juste un exemple dans le jeu vidéo. Il y a 2 moteurs qui sont... En fait, c'est des plateformes techniques qui permettent de créer des jeux vidéo. Il y a 2 moteurs qui sont les plus gros, qui sont Unreal et Unity, qui sont utilisés par quasiment tous les développeurs du monde entier, qui sont américains ou américano-chinois, puisque Tencent investit dans tout ça aussi. Et en gros, peu de sociétés de jeux vidéo sont capables de développer des jeux autrement qu'avec ces moteurs. Certaines sociétés, c'est le cas d'Ubisoft, décident de mettre beaucoup d'argent, beaucoup d'ingénieurs pour avoir l'indépendance technique. Et cette indépendance technique, elle nous permet de développer sans verser des royalties aux autres, c'est déjà sympa, de ne pas être dépendant des évolutions techniques qu'il faut faire, de se différencier et surtout qu'on ne nous impose rien. Et c'est en ça que le métavers européen, il est important sur les briques technologiques et aussi sur l'éthique qui va aller avec. Et on est, finalement, je trouve, avec même les plus jeunes générations, on est sur des... Quand on parle avec les jeunes, les 14-20 ans, on est sur des gens qui commencent à prendre conscience aussi du monde. Et jusqu'à présent, c'était un peu... j'ai envie de sauver la planète, mais j'achète le dernier iPhone. Et je trouve que là, on a une bascule où ces jeunes assument jusqu'au bout ce qu'ils disent. Et on va au-delà des paroles. Et ils ont vraiment envie d'une planète positive pour le futur. Et c'est ces gens-là qui vont travailler sur le métavers. Le métavers, c'est pas aujourd'hui. Techniquement, il y a plein de trucs qui sont pas du tout au point. Le métavers, c'est dans longtemps. Et du coup, c'est ces générations qui vont s'en emparer, pour moi, et avec une vision éthique un petit peu différente, qui peut être appuyée par les États aussi.
Alors justement, la transition a été toute trouvée puisqu'on a parlé d'écologie et du smartphone par rapport à votre dernier ouvrage, Laurent Salard. Juste parenthèse, on est d'accord, Ubisoft, la majorité des cryptos sont bien français ? Oui. Voilà, donc on rappelle, c'est donc une entreprise française et une des même rares entreprises françaises aussi importantes dans ce secteur-là. Je pense que dans la question de la souveraineté numérique dont on parle tant, c'était important de le rappeler. Laurent Salard, par rapport justement à cette nouvelle génération, j'imagine que ça vous a fait réagir. Ce qui me fait un peu réagir, c'est l'idée que le métavers, c'est dans longtemps, alors que le métavers, il a déjà plusieurs vies, hein. Puisque dès 67, l'inventeur de la palette graphique, Ivan Sutherland, avait imaginé un casque de réalité virtuelle. Il y a les premiers casques qui arrivent en 87, qui ne sont pas tellement différents des appareillages d'aujourd'hui. Donc souvent, comme dans tout ce discours sur l'innovation numérique, les dernières technologies, c'est une longue histoire, hein, qui a qu'on appelle des itérations successives, hein, et qui se répètent en fait beaucoup. Voilà. Et ce métaverse, l'un des premiers métavers, c'était justement français, puisqu'on parle de souveraineté. C'était le deuxième monde qui avait été mis en place proposé par Canal+ Multimédia en 94, il me semble, et qui a été fermé depuis. Puis il y a déjà aussi Second Life en 2007 qui continue à exister. Il y a même, j'ai appris, des forums de bimondistes, comme on dit, donc des premiers habitants de ce deuxième monde de 94 qui persistent. Voilà, donc c'est une histoire qui est à épisodes. Et donc le métaverse, c'est pas spécialement pour demain. Il a déjà existé sous d'autres formes et il continue dans Second Life. En ce moment, il y a des expérimentations autour des propositions de Meta Facebook, ex-Facebook. Mais il y a aussi des combinaisons entre du métaverse, des blockchains et donc des crypto-monnaies comme Decentraland ou Sandbox. Voilà, donc il y a blockchain, pardon Laurence, comme ça fait 2 fois qu'on le cite. Oui, bon, alors voilà. Ça tombe sur vous l'explication. Donc les blockchains, donc ce sont ça revient justement à ce qu'on rappelait tout à l'heure sur l'utopie d'Internet. Donc il y a eu tout ce mouvement cyberpunk qui a voulu investir technopolitiquement ce nouvel espace, ce nouveau monde, hein, qui était le monde de cette communication informatisée, donc le réseau Internet et tout ce qui pouvait se créer comme relation, comme communauté. Et on a appelé ça le cyberspace. En relation justement avec les écrits de science-fiction de Gibson, hein, dans son roman notamment Neuromancia de 82. Et ce cyberspace, il a été investi en effet de façon utopique par certains qui ont imaginé que là c'était un monde ailleurs, un monde nouveau, une nouvelle frontière dans laquelle pouvaient se développer des interactions sans corps, hein, notamment quand on lit la déclaration d'indépendance du cyberspace de 92 de Perry Barlow. Il y a vraiment cette idée que c'est un autre monde avec des nouvelles formes de relations. Donc il y avait vraiment une essentialisation, on va dire, de ce qui était en train de se développer comme monde ailleurs, monde à part, etc., ce qu'ils ont appelé le cyberspace. Et de cette mouvance cyberpunk, certains ont développé un mouvement qu'on appelait le cypherpunk, donc le croisement entre le cyberpunk et le chiffrement, et qui ont voulu aller plus loin en fait dans cet Internet des interactions et de vouloir anonymiser les transactions, et donc en cryptant les échanges. Et donc il y a des manifestes assez connus qui s'appellent les manifestes du crypto-anarchiste de 92-94, où on explique qu'on va pouvoir justement développer des interactions complètement anonymisées qui ne pourront pas être contrôlées, surveillées par les États. Et de cette mouvance, où il y a beaucoup de mathématiciens, d'ingénieurs, naît la crypto-monnaie Bitcoin en 2008. Et de cette crypto-monnaie, vont naître tout un ensemble de briques technologiques, et notamment les blockchains. Donc c'est la blockchain de Bitcoin au départ, qui est en fait c'est un registre des transactions comptables qui ont lieu lorsqu'il y a des transactions avec cette crypto-monnaie. Et puis ensuite, on a la phase aujourd'hui un peu plus popularisée qu'on appelle les NFT, puisque finalement on peut acheter via ces crypto-monnaies et les échanges sont enregistrés dans ces blockchains, on peut acheter finalement des entités, comme dans les jeux vidéo, on peut acheter des décors, on peut acheter des personnages avec ces monnaies virtuelles, ces crypto-monnaies.
Et ça c'est intéressant pour les artistes parce que ça permet de pouvoir vendre sans intermédiaire leur création sous la forme d'un symbole de leur œuvre qui sera un NFT, un jeton non interchangeable, et de recevoir de l'argent sur leur portefeuille en crypto-monnaie. Alors c'est moins du Bitcoin aujourd'hui parce que c'est moins facile de programmer des interactions, des transactions monétaires avec le Bitcoin, mais avec Ethereum, on a un système assez fonctionnel où un artiste et son collectionneur peuvent en effet acheter et transacter autour d'une œuvre. Et voilà, donc ça c'est une brique technologique qui est en effet de plus en plus finalement utilisée dans certains métaverses comme par exemple Sandbox ou Decentraland, où on va acheter des terrains, on va pour très très cher, on va collectionner, exposer ces collections de NFT artistiques. Tout ça, ça reste intéressant parce que c'est l'Internet de la transaction, ça reste fonctionnel, mais ça pose des questions d'empreinte environnementale qui sont extrêmement problématiques, parce que quand on dit qu'on a un métaverse souverain parce qu'il sera français, on oublie que tout le minerai vient d'Afrique ou vient du Chili, que les assemblages sont faits en Asie du Sud-Est. Donc toute la supply chain en fait du numérique n'a rien de relève un peu d'un monde post-colonial, puisque les ressources sont au sud et les déchets sont au sud, mais les conceptions et les clients sont plutôt au nord. Voilà. Alors on y reviendra justement dans cette problématique environnementale, mais déjà pour ce que vous avez donné quand même beaucoup d'éléments, bravo pour ce tour d'horizon, parce qu'arriver à définir blockchain, NFT, tout en revenant aux origines crypto-anarchiques de l'Internet, c'était pas évident. Donc on comprend bien que, pour reprendre votre allusion, la blockchain, c'est donc ce registre un peu ouvert à tous, qui permet justement, à livre ouvert en tout cas, qui permet normalement des transactions fiables, sûres, et les NFT ce sont donc ces objets virtuels. Il y a tout un courant de NFT artistique, mais on se rend compte que ça peut être n'importe quoi, un NFT, ça peut être un capture d'un match de baseball, ça peut être un objet, ça peut être, on voit que des marques comme Nike vont créer des baskets virtuelles et deviennent des NFT, donc ce fameux jeton non fongible, cet objet unique qu'on va arriver à valoriser, et donc c'est donc le retour aussi du droit d'auteur, presque de l'appartenance en fait du créateur sur Internet, qui pendant longtemps était compliqué à avoir. Donc il y a un retour encore une fois et aux sources, c'est-à-dire dans l'histoire de l'Internet, et la volonté de se réapproprier des objets. Donc je pense que là, NFT, ça va, c'est clair pour tout le monde, pour toutes les Fanny présentes dans la salle. Tout va bien. D'ailleurs, le NFT, le F vient de Fanny, c'était pour vous dire. Voilà, non, les Fanny non fongibles, c'est pour ça qu'il y a beau être plein de Fanny, elles sont toutes différentes les unes des autres, elles sont comme des NFT, c'est un objet unique. Pour comprendre justement et pour faire le lien entre les NFT et le monde en fait du jeu vidéo, qui est un monde virtuel, j'imagine que vous travaillez à ces interactions-là, elles sont peut-être déjà existantes et que c'est sans doute une piste d'avenir. Tout à fait. Alors nous, c'est la brique aujourd'hui. Quand on parle du métavers, etc., le NFT, c'est la brique qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, sur lequel on a besoin d'apprendre. Donc on a fait, il y a 2 mois, on a fait des tests, on a appris à créer ce portefeuille digital, voir quelles sont les contraintes techniques, légales, financières et à l'international aussi. Donc on a fait un premier test pour voir comment ça fonctionnait. Mais ce qui est important, c'est de créer de la valeur. Et tout à l'heure, vous mentionniez Second Life, par exemple. Le problème, c'est que si on crée des univers virtuels mais qui ne sont pas intéressants, les gens ne vont pas adhérer. On propose de recréer la ville de Paris, la ville de New York, ok, mais on y fait quoi? Ou de créer des univers imaginaires, ou de recréer l'Antiquité, mais on y fait quoi? Et en fait, ces promesses-là, pour moi, de monde, juste créer un monde, ça ne suffit pas. Donc, il faut bien réfléchir à ce que les gens vont pouvoir y faire. Et il y a des choses qui vont pouvoir remplacer avantageusement le réel. Il y a des choses qui ne remplaceront pas du tout le réel. Il y a des choses qui viendront compléter le réel. Quand vous jouez à Pokémon Go, finalement, vous utilisez de la réalité augmentée, mais vous allez dans des lieux et vous rencontrez des gens. Quand on fait... vous avez peut-être fait déjà des escape games entre amis, entre familles, ou en famille. Vous allez dans un lieu et vous jouez à un escape game. Et bien nous, on développe par exemple des escape games en réalité virtuelle. Vous allez quand même dans un lieu avec des copains. Donc vous y allez et puis vous pouvez prendre un verre avant et puis vous pouvez aller dîner après. Et l'expérience en elle-même que vous vivez, elle utilise un casque de réalité virtuelle qui vous permet de faire une expérience encore mieux que ce que vous faites quand vous faites juste un escape game avec papier-crayon.
Donc en fait, il faut aussi voir la technologie et les casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée comme des choses qui peuvent proposer du complément. Je me permets de vous interrompre 2 secondes, Déborah Piernic, parce que vous avez vu les images du Smobiz dont on a parlé. Est-ce que ça pourrait pas être des super Smobiz? Parce que j'entends ce que vous dites, on fait une aventure ou même une excursion, mais il faut donc bien une interface. Donc là, vous parlez de casque de VR, demain sans doute des lunettes, on va vers une miniaturisation. Donc là, on peut tomber dans ce piège des zombies, non pas du mobile, mais peut-être demain des casques de réalité virtuelle, parce que finalement, notre perception est ailleurs, on est d'accord, on plonge dans un monde qui n'est pas le monde réel, c'est un monde augmenté. Oui, mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on fait. Regardez, depuis 2 ans, on vit tous derrière nos écrans. On a appris à travailler derrière nos écrans. Et travailler derrière Teams ou Zoom, c'est quand même pas très folichon. D'abord, il y a la distance de cet écran. La webcam est jamais placée au bon endroit, donc on regarde jamais les gens dans les yeux. Parfois, il y a du lag, etc. La technologie, et avec les casques de réalité virtuelle, nous permettront finalement de regarder les gens dans les yeux. Pour l'instant, on peut imaginer qu'ils aient des avatars réalistes ou des avatars non réalistes, peu importe, mais en tout cas, nos corps seront engagés différemment, nos regards se croiseront, nos lèvres seront animées, finalement presque mieux que ce qu'on voit avec ces images à plat. Donc, le temps que je passe aujourd'hui sur Teams, ça ne me dérange pas de le passer dans un casque de réalité virtuelle. Le divertissement, il y a une part du divertissement que je peux accepter de faire dans un casque de réalité virtuelle, ce sera peut-être mieux qu'aujourd'hui, et une part de divertissement, j'étais au concert d'Orelsan hier soir, mais tout concert virtuel ne remplacera jamais un concert à Bercy avec 15 000 personnes, ou une expérience à 4 personnes, 4 copains qui se retrouvent pour faire un escape game. Donc en fait, c'est là que c'est aussi aux citoyens, effectivement, de dire, mais moi, voilà ce dont j'ai envie. Et quand on parle de blockchain, NFT, il y a toute cette notion de décentralisation aussi. C'est-à-dire que tout n'est plus contrôlé par des banques, ou tout ne sera peut-être plus contrôlé par des GAFAM, mais peut-être que d'un seul coup, les utilisateurs vont faire partie de la gouvernance de ces mondes virtuels et auront aussi leur contribution à la fois en termes de créativité, mais aussi en termes de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je veux pour ces mondes-là. Mais est-ce que c'est pas un doux rêve, ça ? Parce que quand on voit comment les GAFAM vont pouvoir préempter justement ce fameux Web 3 que vous avez rappelé tout à l'heure, vous l'avez très bien dit, le Web 1 c'était les sites internet, le Web 2 on va dire que c'est l'internet contributif avec les réseaux sociaux, et le Web 3 qui se veut justement décentralisé, créant de la valeur, mais on voit déjà quand des grandes entreprises mettent la main sur ce Web 3, en l'occurrence Facebook qui devient Meta. Est-ce que vraiment l'individu aura son mot à dire, ou encore une fois, quelque part les routes du progrès vont nous être imposé, et ça va être compliqué de sortir des sentiers battus, comme c'est arrivé sur Internet finalement, parce que l'Internet marchand domine finalement l'Internet tout court. Alors, pour de vrai, on n'en sait rien, mais un métavers ou Web 3.0 contrôlé par une ou deux, trois GAFAM, pour moi, ce n'est pas les scénarios désirables. Et peut-être que justement, si on est conscient, on pourra avoir une influence là-dessus. Laurent Salard, quel est votre avis là-dessus ? Est-ce qu'on peut y croire ? Ce qu'on observe déjà, c'est la centralisation autour des NFT sur quelques plateformes comme OpenSea, etc., donc, ou même Sorare, qui est un cas assez intéressant de collection de cartes liées au monde du sport. Donc, voilà, cette promesse d'un web décentralisé, cet Internet de la transaction via les systèmes de blockchain et de crypto-monnaie, pour l'instant, il aboutit plutôt vers des plateformes de marché qui sont de nouveau centralisées. Mais il n'empêche que l'artiste, et par exemple, et le collectionneur transactent de wallet à wallet. Donc, il y a quand même une désintermédiation. De portefeuille à portefeuille. Donc ça, cette dimension de décentralisation, elle est nativement, elle est nativement technique dans ce qu'on appelle les blockchains. Ensuite, c'est l'idée d'associer ce développement à du progrès technique. C'est aussi une vision, on va dire, qui est à questionner, parce que si finalement le progrès, c'est d'impacter plus encore l'environnement via des propositions techniques qui n'intéressent que quelques-uns, ça reste problématique, parce que sur les métaverses et les blockchains,
Il y a tout un problème autour notamment de la demande énergétique pour justement sécuriser les transactions, parce que c'est quand même du chiffrement, donc c'est du calcul. Donc il y a de la puissance de calcul. Donc sur les blockchains Ethereum, on a en effet un petit peu moins de puissance de calcul dépensée que par rapport à la blockchain Bitcoin, mais bon, ça reste quand même de la puissance de calcul. Donc c'est des machines qui ont aussi une obsolescence assez rapide. Elles sont sur la blockchain Bitcoin, ce sont des machines qui n'ont qu'une fonctionnalité, c'est de casser du chiffrement. Et pour cela, il faut donc une grosse puissance, une grosse demande énergétique. Et une fois que la machine est un peu usée, bien on va la mettre au rebut. Donc il y a une obsolescence assez importante aussi des machines dans tout ce fonctionnement des blockchains et des crypto-monnaies. Donc ce sont des technologies qui arrivent un peu trop tard en fait par rapport à la trajectoire hélas du dérèglement climatique. Elles sont conceptuellement intéressantes, elles ont des promesses de décentralisation, de transactions pair à pair, puisque le Bitcoin c'était une monnaie pair à pair, hein. Pour les artistes numériques, ça permet fonctionnellement d'être rémunérés enfin, on va le dire. Mais tout ça peut-être un peu trop tard. Et le progrès qui est en... Est-ce que véritablement, cramer la planète, c'est un progrès techniquement acceptable? Je ne sais pas. Je crois non, mais si je vous entends, la question que vous posez qui est intéressante, c'est de se dire toute l'énergie, les moyens que l'on met à essayer de bâtir ce monde virtuel ou cet autre monde qui vient s'ajouter au monde réel, est-il éthique, est-il viable, n'est-il pas absurde de consacrer toute cette énergie à bâtir les fondements d'un monde virtuel qui est très énergivore alors que le monde réel est en train de brûler? C'est un petit peu ça. On peut pas mieux dire. Et donc, qu'est-ce qu'on en pense du côté d'Ubisoft? Alors, nous, effectivement, par exemple, les essais qu'on a fait en NFT, on a fonctionné avec Tezos, qui est un système de blockchain qui est moins grave pour la planète que dans la façon dont ça fonctionne. C'est beaucoup moins énergivore que d'autres. Donc, on fait quand même attention à ça. Effectivement, ne serait-ce que... Regardez des séries sur Netflix, jouer à des jeux vidéo, vous allez consommer obligatoirement de la bande passante, de l'électricité, etc. Mais ce qui est le plus consommateur dans tout ça, c'est les machines, et c'est le renouvellement des machines. Donc, il n'y a pas de solution. De toute façon, l'humanité, elle va vers un progrès technologique et elle est friande de ce progrès technologique. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience et dans le monde de la technologie, que ce soit du divertissement ou autre, il y a cette prise de conscience. Ça ne veut pas dire qu'il y a des solutions, mais ça veut dire qu'au moins, toutes ces sociétés prennent ce problème en compte. Et de toute façon, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix pour la planète, mais elles n'ont pas le choix parce que de toute façon, sinon, elles ne peuvent pas recruter aujourd'hui. C'est tout bête, hein, mais les jeunes, ils ne veulent plus aller dans les boîtes qui ne font pas attention à la planète. Hein. Donc, ne serait-ce que pour le développement de ces sociétés-là, elles sont obligées. Alors, il y a aussi les financiers qui ont mis maintenant des critères de gouvernance, d'environnement, des critères sociétaux pour prêter ou pas de l'argent aux sociétés. Donc, en fait, il y a plein de faisceaux qui viennent, quelque part, contraindre toutes ces sociétés technologiques à faire des progrès pour l'environnement. Là, dans vos échanges, il y a quand même une grande question philosophique. Hein. Ah, il y a une question dans la salle, je vais y arriver. Il y a quand même une question philosophique intéressante. C'est tout de même, quand on parle de monde virtuel, ça nous renvoie quand même à cette idée, encore une fois, d'un plan B, d'un autre monde qui peut parfois être au détriment du plan A, c'est-à-dire de la planète. Et on voit qu'on a tendance à aller là du côté de l'idéologie en fait, technologique. Et puis on revient à la notion de progrès. Parce que finalement, vous avez ouvert là-dessus, Laurent Salard, en train de se demander mais qu'est-ce que le progrès finalement? Est-ce que c'est toujours le progrès qu'on nous impose? On nous offre une technologie et le problème de la technologie, c'est qu'elle est très très rapide et parfois elle est plus rapide que le temps de réflexion et le temps d'adoption, de compréhension de ce qui est en train de se passer. Donc quand vous nous dites c'est peut-être arrivé trop tard, cette technologie-là, on voit bien quand même que là, il y a quand même une question qu'on devrait tous collectivement se poser en se disant finalement qu'est-ce que le progrès? Vers quoi on tend lorsque vous nous dites que les gens sont plutôt friands de nouveautés? Vous avez raison, friands de nouveautés et de technologie, mais est-ce qu'on comprend vraiment tout ce qu'il y a derrière cette technologie-là et quels peuvent en être les risques? Puisque la question qui nous anime ici sur Matryoshka, c'est le lien intergénérationnel, c'est aussi le lien pour la génération future. Donc c'est qu'est-ce qu'on va laisser à cette génération qui va suivre? Il y avait une question dans la salle, c'est ça? Oui, déjà merci beaucoup de ce que vous nous offrez. Je vous demande pas votre prénom. Non, moi c'est Fanny.
Voilà, Très bien. Fanny, enchantée. En fait, j'avais une question pour vous, Déborah, concernant ce que vous avez dit un petit peu avant, sur le fait justement d'être dans une forme de nuance pour pouvoir apprécier ce monde virtuel, etc. Vous disiez qu'un concert dans la vraie vie, ça ne sera jamais remplacé par un concert dans un monde virtuel. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est aussi le cas parce que vous vivez dans votre génération et que c'est déjà un peu moins le cas pour ma génération et que peut-être pour la génération de demain ou d'après-demain, ce sera encore moins le cas justement parce qu'ils auront grandi dans ça et que finalement, peut-être qu'un concert dans un monde virtuel sera moins important, mais qu'il y en aura quand même et qu'il y en aura de plus en plus et que du coup, on va arriver justement à des générations qui ne connaîtront plus justement ces nuances vis-à-vis du monde réel. Alors peut-être qu'en tant que parents, on a une responsabilité de continuer à emmener nos enfants en concert ou voir des pièces de théâtre ou voir des comiques qui font du stand-up. Et c'est des moments de partage qui sont importants. Vous avez tous vécu le fait d'aller à une pièce de théâtre, et là je parle à toutes les générations, aller à une pièce de théâtre ou voir une pièce de théâtre derrière son écran de télé, c'est quand même pas du tout la même chose. Après, il peut y avoir bien sûr des concerts virtuels, et il y a eu plein de choses. Il y en a eu dans Roblox, il y en a eu dans Fortnite avec Travis Scott, et ça rassemble beaucoup de monde. Alors on a l'impression que ça rassemble beaucoup de monde, mais en fait c'est maximum 100 personnes par serveur, donc vous n'êtes pas vraiment non plus tout le monde ensemble. Il n'y a pas 15 000 personnes ensemble, c'est pas vrai. Ça c'est vraiment juste de la réplication de serveurs, et c'est là que je disais que la techno n'est pas encore au point pour que tout le monde soit dans un métavers commun. Et le monde du spectacle, que ce soit le monde du spectacle du type cirque, le monde de la musique, le monde des concerts, sont tous en train de réfléchir à mais ça voudra dire quoi le métavers? Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer finalement dans ces univers virtuels où j'utilise mes compétences? Je sais faire du cirque contemporain, je sais jouer de la musique, je sais faire du spectacle. Et qu'est-ce que je vais pouvoir proposer d'intéressant dans ce monde et qui ne sera pas une pâle copie du réel? Et en ça, c'est intéressant. Mais il faut garder du réel et se pied dans le réel, et il faut aller respirer les fleurs et marcher dans la campagne. Ça me fait penser à une phrase aussi de Steven Spielberg, puisque vous parlez de théâtre, je peux pousser jusqu'à l'opéra, qui avait dit il y a quelques années, c'était limite une prophétie, peut-être que demain, aller au cinéma sera l'équivalent aujourd'hui d'aller à un opéra, c'est-à-dire réservé à une élite, à une niche, à un spectacle qui n'est plus un spectacle du quotidien, plus un spectacle moderne, mais quelque chose, un moment un peu fou, cher, du coup, que l'on s'offre. Et on peut craindre justement ça, c'est-à-dire que quand vous nous dites effectivement qu'il va falloir continuer à aller au stand-up, continuer à aller au théâtre, mais on voit bien qu'il y a une numérisation du monde, qui est une tendance forte, qui a été renforcée d'ailleurs par le confinement, et vous l'avez évoqué depuis 2 ans, où tout s'accélère. C'est-à-dire que même, je veux dire, le monde de l'éducation maintenant se vit à distance. Le cinéma, il y a des films qui sortent directement sur les plateformes avant même de sortir en salle, voire qui sortent sur les plateformes et en salle. Et donc, il peut quand même tout de même y avoir peut-être ce risque à terme pour ces générations futures, comme on l'a dit, qui vont être habituées avec la virtualisation des expériences, de peut-être s'offrir un théâtre de temps en temps, un cinéma de temps en temps, mais ça serait peut-être la minorité face à une vie connectée, virtuelle, constante. Ouais. Alors, pour moi, la notion d'éducation, elle est essentielle au niveau des parents et aussi au niveau de l'école, et je vais vous donner 2 exemples. Quand j'ai ramené à la maison un assistant vocal, mes ados m'ont dit « mais ça va pas la tête ». En gros, ils me disent « mais à quoi ça sert? Si on a envie d'écouter de la musique, on a déjà des façons d'écouter de la musique. Ce truc-là, en plus, dans la maison qui va nous écouter, on n'en veut pas. Donc tu nous déconnectes ça tout de suite ». Donc j'étais très fière de mes ados. Et un autre exemple, je montrais une vidéo un peu extraordinaire à mes filles de 6 et 8 ans. Et là, l'une des deux m'a dit « non, c'est pas vrai, c'est un montage ». Et je me suis dit, super, elle a un sens critique. Et jusqu'à présent, on nous avait dit, nous, on a grandi avec, on ne doit croire que ce qu'on voit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas toujours vrai. Vous avez tous entendu parler des deepfakes. Vous avez même vu la reine d'Angleterre qui fait un deepfake en dansant sur la table. Donc, on peut aujourd'hui, à partir de quelques vidéos, quelques photos, faire dire ce qu'on veut à qui on veut. Et donc là, on est obligé d'exercer son regard critique aujourd'hui sur ce qu'on voit. Et tout ça, pour moi, ça passe par l'éducation. Et le chantier est vaste sur l'éducation, puisque encore une fois, là, le temps d'éducation semble un petit peu en retrait ou à la traîne par rapport au développement des technologies. Vous parliez des deepfakes, et c'est vrai que de jour en jour, elles sont de plus en plus performantes. Laurence Allard, peut-être sur la
question de la citoyenneté. C'est-à-dire, oui, sur l'éducation aux médias, aux images, le travail, il est réalisé dans les écoles et à l'université, etc., pour ce qu'on appelle l'esprit critique. Mais on a assez peu d'éducation justement à tout l'aspect plus matériel en fait du numérique, puisque plus on met l'accent sur la virtualisation et plus les propositions techniques vont dans le développement de ces métaverses, de doubler plus encore le monde par d'autres mondes numériques, moins finalement on a conscience et on connaît on a des connaissances sur le poids matériel en fait du numérique, et donc tout l'aspect éco-médiation par exemple est assez peu développé. Pourtant, il est obligatoire depuis cette année dans le Code de l'éducation. On doit développer dans nos cours, dans les écoles, les collèges, lycées, tout un ensemble de formations autour du fait que le numérique, c'est très matériel. Il faut beaucoup de matières premières pour réaliser ces métaverses. Et donc, ce n'est pas en mettant des casques qu'on peut continuer à ne pas regarder et à ne pas prendre en considération cette empreinte en fait qu'on laisse sur la planète en développant tous ces univers virtuels, métaversels, etc. Donc ça, c'est un élément intéressant sur l'idée de développer un peu une citoyenneté technologique, sur développer tout l'arc des connaissances. De ce qu'est le numérique, à la fois reconnaissance d'images, des vrais, des faux, mais aussi savoir en effet quels sont les minerais qui sont en jeu, quels sont les déchets que ça génère, quelles sont les bonnes pratiques à adopter de durabilité, et aussi peut-être se former à un peu plus ouvrir ces boîtes noires et pas seulement consommer du métaverse, du Netflix, etc., et avoir une curiosité technologique. Et donc se dire qu'on peut inventer d'autres mondes connectés possibles. Et par exemple, des objets connectés type enceinte vocale n'ont pas forcément vocation qu'à capter vos données personnelles. On peut imaginer des objets connectés qui vont avoir des usages plus environnementaux. Voilà. Et donc récemment, j'ai travaillé à l'ANSES, qui est l'Agence de sécurité sanitaire environnementale, sur un rapport sur les usages des micro-capteurs environnementaux, puisqu'il y a pas mal de ce type d'objets connectés à faire soi-même qui permettent de mesurer l'air que l'on respire. Et ça, ce sont des usages, on va dire, plus collectifs, d'intérêt général. Et pourtant, ça reste du numérique. Et ça permet de donner des informations qui sont plutôt collectives que finalement captées simplement de la donnée personnelle. Voilà, donc les scénarios techniques, ils peuvent être aussi réouverts. Hier, justement, j'ai organisé une journée sur décoloniser le numérique, et on avait donc Agnès Crépé qui est à Fairphone, qui est un téléphone éthique, et ils ont investi depuis le monde de l'entreprise, justement, cette problématique, notamment autour des minerais et du travail des enfants dans les mines. Donc, ils ont délibérément travaillé avec des artisans mineurs au Congo qui extrait du cobalt, et ils ont créé une fair trade, un marché équitable du cobalt. Ils vont remplacer le tantal par de la céramique. Donc donc c'est vrai qu'il y a aussi toutes sortes de... Il ne faut pas refermer les scénarios techniques, et le progrès, il n'est pas unilinéaire en fait. On ne va pas tous dans un métaverse avec un casque sur la tête pour ne pas voir tous les problèmes que ça génère par ailleurs. Oui, c'est intéressant aussi de rappeler que la pollution numérique, pendant un moment, était invisible. C'est-à-dire que souvent, justement, on avait pointé du doigt, par exemple, la pollution aérienne, parce qu'on voyait dans le ciel ces traînées blanches, d'ailleurs sans trop savoir si c'était vraiment de la pollution, mais du moins symboliquement, on se disait, voilà, ça dégage quelque chose de néfaste dans l'air. Pendant très longtemps, le monde numérique, on a l'impression qu'il y avait une sorte de magie, et d'ailleurs, c'était toute la volonté d'un enchantement, de se dire en 2 clics, une information arrive, sans comprendre, comme vous le disiez très bien, que ce monde est très matériel, il est fait de câbles sous-marins, il est fait de techniques, il est fait d'ordinateurs, il est fait d'énergie. Et donc, on apprend petit à petit à déconstruire justement ce monde virtuel qui génère une pollution qui est bel et bien réelle, bel et bien concrète. Il suffit d'avoir des images des serveurs de machines avec des milliers d'ordinateurs qui sont d'ailleurs répliqués les uns avec les autres. Et d'ailleurs, je renvoie juste à l'ouvrage de Guillaume Pitron qui raconte très bien ça dans son dernier livre sur Voyage au bout d'un like, et qui montre à quel point cette pollution numérique et ce monde virtuel peut polluer de manière totalement réelle et très concrète. Je voudrais juste compléter en fait, sur le fait que vraiment ces entreprises technologiques sont conscientes du problème. Elles ne vont pas arrêter leur business, mais elles vont essayer de le faire de plus en plus responsable. Pour donner un exemple, quand on veut jouer à un jeu par exemple, on peut
aller acheter le jeu physiquement, qui est dans une boîte, un Blu-ray, un DVD. On peut télécharger le jeu ou on peut jouer en streaming. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne le téléchargez pas, mais vous jouez et les données arrivent au fur et à mesure. Et il y a des études très précises, des calculs très précis qui sont faits pour savoir au bout de combien d'heures de jeu c'est le mieux pour la planète d'acheter, de télécharger ou de jouer en streaming. Et du coup, ça va nous permettre aussi de dire, peut-être qu'en fonction du type de jeu, on pourra proposer telle ou telle option pour l'accès au jeu. En fait, on va vraiment très loin et très finement dans l'analyse de ce que ça coûte pour la planète de jouer, par exemple. Et quand on parle des consoles, il y a toute la problématique de l'obsolescence programmée, bien sûr, mais il y a aussi la problématique du progrès. Et une PlayStation 2, c'est pas comme une PlayStation 3, c'est pas comme une PlayStation 4. Et les gens eux-mêmes ont envie de cette qualité graphique et de ces performances qui sont de mieux en mieux. Mais on parle aussi de la fin des consoles physiques, et où finalement on aura une fois une box et après des choses qui pourraient être faites sur des serveurs et qui peut-être seront meilleures pour la planète parce qu'on n'aura plus besoin dans les foyers de cette multiplication de hardware, en fait, de matériel qui coûte très cher à la planète. Alors ça coûtera en serveur, en bande passante, mais peut-être que ça c'est moins grave. Alors, on va peut-être aussi donner la parole à la salle dans une interactivité qui est à la base d'ailleurs du jeu vidéo pour être le héros, l'héroïne de sa propre question. Est-ce qu'il y a une réaction dans la salle? Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Il s'est dit quand même beaucoup de choses. On a tenté de définir ce que c'était que le métavers. Il y a une question au fond de la salle. On a parlé des problématiques environnementales. Je vous écoute. Votre prénom? Sylvia. Vous n'êtes pas dans la bonne salle. Ici, c'est Fanny. Non, Sylvia, je vous écoute. Alors, je voudrais savoir déjà qu'est-ce que c'est un téléphone éthique. Je ne sais pas. Et ensuite, une deuxième question. Vous dites que les sociétés contrôlent la durée d'utilisation. Je n'ai pas bien compris. C'est l'utilisateur finalement qui garde la main sur la durée d'un jeu vidéo. Comment est-ce que vous allez faire pour dire au bout de 2 heures, il faut l'arrêter, au bout de 7 heures, 8 heures je ne comprends pas bien. Alors, 2 secondes, deux questions à 2 personnes différentes. Laurence, sur le téléphone éthique. Donc là, je citais l'exemple de Fairphone qui essaye justement de faire en sorte que, notamment du côté de l'extraction des minerais et de l'exploitation humaine qui est faite dans ce moment extractiviste, eh bien, de faire en sorte de réguler aussi ce marché du travail du côté de toute la filière ressources minières. Donc voilà, donc c'est... Et disons que c'est intéressant de voir qu'on peut réouvrir les modes de production depuis l'entrepreneuriat lui-même. Ça fait partie des acteurs. Il y a des acteurs associatifs, des acteurs entrepreneuriaux, des acteurs éducatifs, et des citoyens. Et c'est un problème qu'il faut prendre ensemble et auquel il faut s'atteler ensemble. Et consommer la critique, en fait, est assez confortable. Voilà. Donc, et petit complément par rapport au Fairphone, c'est aussi cette idée de la low-tech, de la slow-tech, et de se dire que par exemple un téléphone peut être utilisé juste pour téléphoner et pas forcément pour aller sur quantité d'applications, pour être un appareil photo, pour être une caméra, etc. Donc concevons finalement un outil simple. S'il est juste là pour téléphoner, il demande moins de matières premières, il demande moins de ressources énergétiques et peut être utilisé pour sa fonction initiale. Déborah, pardon. Juste que justement du côté des innovations entrepreneuriales, on a une licorne de l'économie sociale et solidaire en France, parce qu'il n'y a pas que des licornes start-up, donc qui s'appelle Télécope. Et alors ils ont un modèle intéressant justement de en fait sensibiliser au poids économique de la data, parce que ça a aussi un poids écologique, et donc ils jouent sur le signal prix de la data. Et donc ça s'appelle Télécope, et vous avez un forfait de base sur des fonctions de communication. Et puis, tout ce qui va peser en poids, en données, vous est finalement facturé, non pas de façon illimitée, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, c'est une façon de prendre en considération le fait que, oui, regarder des heures de Netflix, ça a un coût. Et donc, c'est un modèle aussi intéressant du côté des infrastructures réseau. Voilà. On peut dire qu'il y a de l'innovation.
qui essaye de redéfinir un petit peu les modèles d'affaires avec une prise en considération de l'empreinte environnementale qui existe. Voilà, il y a de l'innovation aussi du côté des entreprises. Oui. Ça fait partie des acteurs voilà. Et c'est intéressant de voir que parfois le progrès, ça peut être juste simplement de reconcevoir un téléphone qui sert à téléphoner et uniquement à téléphoner. Par rapport à la deuxième question. On sait très bien qu'il y a certains jeux où les joueurs peuvent jouer 100 heures. Il y a certains jeux où ils peuvent jouer de façon complètement illimitée et d'autres jeux où finalement l'expérience de jeu, elle dure 7 heures. Elle est plutôt courte. On sait aussi qu'il y a différentes typologies de joueurs. Des joueurs qui passent beaucoup de temps et d'autres non. Donc on peut choisir de distribuer de différentes façons en fonction des types de jeux et aussi orienter nos consommateurs vers différents modes d'achat de nos jeux. Voilà, j'espère que vous avez obtenu des réponses. Alors oui, on a 2 questions pour monsieur. Bonjour, parfait. Sébastien, du coup pas du tout les mêmes prénoms encore une fois. Bienvenue Sébastien. Merci, et merci pour tout ça, c'est hyper intéressant. Justement, je m'entends en écho. Pour revenir sur le coût environnemental du numérique, à côté de ça, je me dis justement, il y a un auteur qui s'appelle Rob Hopkins qui théorise énormément les villes en transition et qui part du principe de se dire en fait, aujourd'hui on n'est plus en capacité d'imaginer, et pourtant si on veut construire le monde de demain, il faut pouvoir l'imaginer aujourd'hui. Et donc à la fois en effet, j'entends le coût du numérique. Je me demande aussi comment le numérique peut être cet outil qui nous permet de réimaginer des futurs souhaitables. Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose que le numérique permet, ou au final pas tant que ça? Alors la question du numérique comme remède pour justement tenter d'imaginer un monde meilleur, mais un vrai monde meilleur, pas dans sa vision technocritique. C'est ce qu'on a commencé à développer avec justement Fairphone, Télécope, et puis la mention de tout cet univers des low-tech. Donc justement, il y a plusieurs mondes numériques possibles qui ne sont pas forcément le métaverse, mais qui justement peuvent devoir s'imaginer du point de vue à la fois des techniques, des infrastructures et aussi des usages avec finalement ce critère qui va être le critère de leur viabilité, de leur durabilité. Et donc, parce que l'empreinte environnementale du numérique augmente pas seulement en termes de CO2, mais en termes justement de matières premières, d'empreinte hydrique par exemple. Voilà, pour faire des composants électroniques, il faut de l'eau. On a une sécheresse en Taïwan et ça crée une crise en ce moment sur ce secteur-là aussi. Donc voilà, il y a cette prise en considération d'amoindrir l'empreinte environnementale, de faire atterrir le numérique, comme dirait Bruno Latour, hein, en prenant en compte tous les facteurs d'impact, et donc d'imaginer un autre monde numérique connecté qui n'est pas forcément ce monde très impactant qui est à mon avis le monde plutôt du métaverse, blockchain, etc. Même si bien sûr du côté des crypto-monnaies, ils sont aussi, ça fait partie des acteurs qui sont très soucieux de leur empreinte notamment énergétique, puisque ça leur coûte de l'argent de payer cette énergie pour faire fonctionner leurs mineurs, leurs machines à déchiffrer les chiffrements. Donc ce sont aussi des acteurs qui se posent aussi ces questions. Tezos et sur d'autres proof de concept, enfin proof of history comme ils l'appellent, pour chiffrer leurs transactions. Mais donc voilà, ça fait partie d'un chantier. Puis il y a la réouverture de nos usages aussi qui doit être... on est très réflexif vis-à-vis de nos usages parce qu'on nous bassine avec le fait que c'est addictif, hein, que ça capture notre attention. Eh bien, on peut aussi être très réflexif par rapport finalement au coût écologique de nos pratiques numériques. Donc, cette écologie de la communication, elle est à la fois bonne pour nous, pour notre entourage et pour le fait d'habiter ensemble sur une planète qui reste viable et habitable et respirable, etc. Juste petite parenthèse, ça me faisait penser, il y a aussi une autre dérive qu'on entend parfois, qu'on appelle le technosolutionnisme. C'est de se dire justement qu'on va utiliser la technologie de pointe pour essayer de réparer ce que la technologie a elle-même causé et elle-même provoqué comme effet néfaste. J'ai en mémoire notamment ce qui est le plus clair, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, où on va avoir des technologies lourdes qui vont tenter de capter les rayons du soleil pour éviter le réchauffement climatique. On a une géo-ingénierie aussi climatique qui va tenter de percer les nuages pour faire pleuvoir dans des endroits qui sont en attente de pluie. Ça, on se rend compte aussi que du côté de la Silicon Valley, il y a des
grandes entreprises qui sont investies dedans, notamment Bill Gates à travers plusieurs projets. Les Chinois sont aussi très présents sur cette idée-là. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui est important à signaler, c'est tout ce mouvement, en fait, qui est de dire, finalement, c'est la technologie qui va nous sauver, au point où l'humain peut être capable de bloquer les rayons du soleil. Il faut imaginer aussi, encore une fois, la volonté démiurgique de cette intention-là. Mais c'est aussi une solution, parfois, qui est apportée par le marché, de dire, vous inquiétez pas, nous avons la technologie pour réparer ce que nous avons peut-être nous-mêmes causé. Enfin, ils ne le disent pas comme ça, d'ailleurs, ce que la société a causé. Et pour compléter, par rapport à votre question, il y a aussi le numérique en tant que média. Donc vous avez les médias traditionnels qui ont basculé en numérique et le jeu vidéo qui est un média numérique par essence. Et à l'intérieur du jeu vidéo, de la même façon que Assassin's Creed est une porte d'entrée dans l'histoire pour des millions de joueurs, ça ne veut pas dire qu'ils vont tout apprendre sur l'Égypte, la Grèce ou la Révolution américaine à l'intérieur du jeu, mais au moins ça leur donne une appétence et ils peuvent aller creuser le sujet. De la même façon, certains jeux peuvent être une porte d'entrée sur des sujets qui peuvent être des sujets de société, des sujets écologiques. Et on a certains jeux sur lesquels on a déjà cette passerelle qui est faite. Je pense à Hungry Shark, qui est un jeu sur mobile, ou un jeu comme Riders Republic, qui est sur des sports extrêmes en montagne, qui est fait par notre équipe à Annecy, tout simplement parce que ce qu'elle voit par la fenêtre du bureau, c'est les montagnes, et c'est tous des amoureux de la montagne. Et ils ont envie de la décrire et de faire que les gens l'aiment, cette montagne. Et à partir du moment où on aime quelque chose, on a plus envie de le préserver. Donc en fait, il peut y avoir des sensibilisations. On a une équipe entière qui travaille sur tout ce qui est positive play. Donc en fait, le jeu positif, le jeu à impact positif. Maintenant, on ne peut pas faire semblant. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas sorti des jeux aujourd'hui qui vont protéger l'environnement. En tout cas, on n'a pas cette prétention. Mais petit à petit, on arrivera peut-être à faire passer par l'intermédiaire des jeux et des comportements des joueurs à l'intérieur des jeux, des choses qui pourront se traduire aussi par des comportements plus positifs dans la vraie vie. Donc le jeu comme moyen de sensibilisation et d'évolution des consciences. Il y avait une question également tout à l'heure avec une main qui était levée. Oui, de même deux. Et là, sur notre gauche aussi. Oui. Du coup, vous parlez justement du numérique comme une solution face à différents enjeux. Et sans vouloir être dans aucune forme de déclinisme, on a quand même beaucoup d'enjeux aujourd'hui face auxquels il faut se positionner, donc la cause écologique, mais également, la croissance démographique qui va être de plus en plus exponentielle. Est-ce que finalement, ça, au-delà d'être une solution, ça va devenir nécessaire justement pour nos sociétés à venir pour pouvoir continuer de se développer, comme par exemple, vous parliez de Ready Player One, c'est un peu ce qu'on voit justement dans une société qui a été tellement malmenée, des gens qui vont être obligés de vivre dans des très petits endroits pour finalement aller vivre dans des univers parallèles où on peut avoir une vie totalement différente. Alors là, c'est cette notion effectivement presque de science-fiction, mais qui n'est pas tant que ça, de est-ce que le monde virtuel pourrait être demain un refuge pour continuer à vivre parce que la vie dans le monde réel serait plus vivable? Alors, j'espère pas. Nous, ce qu'on voit dans les jeux et toutes les études qu'on fait, par exemple, sur est-ce que c'est bien ou pas de jouer? Donc tout à l'heure, je citais certains aspects positifs. C'est vrai, quand on passe trop de temps à jouer, c'est pas bien, mais de la même façon que c'est pas bien de passer trop de temps à regarder des séries, etc. Et quand on regarde un peu l'impact du temps passé sur la vie des gens, pour de vrai, c'est pas juste une question de temps. C'est une question de pourquoi ils y vont. Et des gens qui vont jouer pour socialiser, pour se divertir, pour apprendre des choses, ils peuvent y passer 2 heures par semaine, ils peuvent y passer 20 heures par semaine, finalement peu importe s'ils ont une vie équilibrée par ailleurs. Et on a d'autres personnes qui utilisent le jeu comme échappatoire par rapport à leur vie, comme refuge, qui puisse être émotionnel ou autre. Et là, même s'ils n'y passent que 2 ou 3 heures par semaine, là, le jeu n'est pas bon pour eux parce que c'est une façon de s'échapper qui n'est pas toujours positive. Donc, je n'ai pas de réponse à votre question. J'espère vraiment qu'on arrivera à continuer à vivre dans un monde suffisamment heureux pour que le monde numérique ne soit qu'un complément et certainement pas un remplacement à notre vie. Et je rebondis par rapport justement à ce que j'exposais
quand j'ai fait ma petite présentation de la Société du Sans Contact avec le bol sans fond, etc. Puisque vous avez cité le mot de intention, et c'est un mot majeur, je pense, comme outil, comme remède, puisque là on parle beaucoup des problèmes, mais on peut aussi aborder quelques solutions. C'est l'intentionnalité. C'est de se dire, justement, pour éviter ce fameux bol sans fond et passer 3 heures sur Instagram ou 3 heures sur Internet, alors qu'à la base on cherchait juste à vérifier la date de naissance de François Mitterrand et on a fini sur un trou, sur une sorte de pente glissante qui nous a emmenés sur un trou noir d'1 heure. C'est à chaque fois se dire, questionner son intentionnalité. Pourquoi là je me connecte? Qu'est-ce que je cherche? Quelle information j'attends? Et puis après tout, pourquoi je veux y aller? Est-ce que je veux vraiment aller là, sur Facebook ou sur Instagram ou sur Twitter pour des raisons qui sont correctes, qui sont viables, qui sont saines? Non, peut-être pas forcément. Peut-être que je vais justement ne pas le faire, me restreindre et puis profiter de ces 5 minutes où j'attends le bus juste pour attendre le bus et pas forcément pour fuir. Donc c'est pour ça qu'on a toujours cette dichotomie et ce parallèle qui me semble très important entre intentionnalité à questionner et refuge. Et dans le refuge, il y a parfois la fuite. Une question sur la gauche que nous avions, pour changer un petit peu, monsieur. Un micro va venir vers vous. Oui, bonjour, merci pour le débat. À l'image des échanges, enfin des discussions sans fin sur le cloud, les clouds souverains, le cloud européen, vous semblez avoir dit tout à l'heure que le Web 3.0, enfin, ou le métaverse, pourrait être développé aussi en Europe. Enfin, CF, déclaration de notre président. Mais est-ce que les GAFAM et les BATX ne sont pas déjà tellement puissants financièrement, politiquement et troisièmement surtout en continuum de technologie que ce n'est pas eux qui vont définitivement de toute façon développer le Web 3.0? Donc une question très politique. Quelle est la place de l'Europe face à ces deux géants, donc le BATX, donc c'est tous les entreprises chinoises notamment, et qui sont très puissantes, et les GAFAM, on le connaît, c'est la puissance américaine. De toute façon, on sait très bien qu'on est dans une puissance américaine d'un côté et puis une puissance chinoise de l'autre. Quelle place de l'Europe? Tout à fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore de la place parce que tout n'est pas développé, tout n'est pas prêt dans le métavers. Tout à l'heure, je citais la question des serveurs. Aujourd'hui, personne, en tout cas dans le monde du jeu vidéo, n'est capable de mettre plus de 100 personnes sur un serveur. Il y a 200 ou 300 millions de gens qui jouent à Fortnite, mais en réalité, quand ils sont sur les serveurs, il y a 100 personnes et ils sont obligés de tout répliquer. Donc, il y a encore du travail à faire au niveau techno, et du coup, il y a encore de la place pour moi, pour des sociétés européennes, pour inventer les technos qui permettront d'être beaucoup plus nombreux sur les serveurs. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'intelligence artificielle qui permettra soit de créer ces mondes, soit de permettre des interactions avec la reconnaissance de langage ou avec la création d'avatars, par exemple, aussi. Même si les casques, aujourd'hui, on a des casques qui viennent d'Asie, on a des casques qui viennent des États-Unis, on n'a pas tellement de casques de réalité virtuelle européens. Il y a des moments où ce qui sera important, ce sera le contenu. Et on a une création en Europe et en France qui est de très très bonne qualité et qui est saluée partout. J'étais au festival South by Southwest la semaine dernière à Austin, qui est un peu ce festival qui mélange tout, la création, la musique, le jeu vidéo, etc. Et il y a beaucoup de sociétés françaises qui sont là et qui sont primées parce que la création, elle est très particulière en France et elle est reconnue à l'étranger. Et après, il y a toutes les questions de gouvernance aussi. Et c'est vrai que c'est étonnant quand on voit les politiques qui utilisent les buzzwords, on se dit ouais, ok, c'est bon, ils veulent faire de l'audience. Et en fait, peut-être pas que. C'est qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a des vrais sujets et qu'il faut s'y impliquer. Donc, pour moi, il est pas complètement trop tard. Parce que sinon, on pourrait dire la même chose de l'industrialisation. Et quand on parle aujourd'hui de réindustrialisation de l'Europe, et on va dire, bah non, c'est trop tard. L'usine du monde, elle est en Chine, c'est fini. Ben, peut-être pas. Peut-être qu'il y a encore temps. Ouais, sur la plateforme de base, que j'imagine. Oui, une question qui était plus sur la plateforme de base. Et juste pour rebondir sur la question de monsieur, c'est vrai que dans les exemples que vous nous avez donnés, on avait plus l'impression qu'il y avait de quoi s'engouffrer pour créer les objets. Mais je crois que monsieur parlait plutôt des tuyaux. Mais... tuyaux et plateforme de base comme une plateforme web, quoi. Oui, mais c'est là que la plateforme de base, il n'est pas certain que Meta, parce qu'il s'appelle Meta, gagne. Et qu'il y aura peut-être d'autres plateformes qui vont être créées ou peut-être qu'il y aura une espèce de plateforme universelle avec des contenus qui viennent de partout et pas de suprématie. Enfin, on espère qu'il n'y aura pas de suprématie de Meta ou des GAFAM en général sur le sujet, et c'est pour ça qu'il est important de le prendre en main pour moi. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il soit trop tard. Et c'est vrai que pour bien comprendre le métavers, il y aura plusieurs portes d'entrée. Je pense que c'est important de le dire. C'est que Facebook a justement fait un coup de communication assez magistral en changeant son nom. On s'appelait Meta
comme étant finalement l'incarnation du métavers lui-même. Or, il faut bien imaginer que dans ce Web3, il y aura plusieurs portes d'entrée a priori. Il y aura des métavers même étatiques, des métavers avec différents acteurs qui vont offrir des portes et des accès. Et ça, je pense que c'était important à rappeler. Il y avait Laurence, attends, il y avait une question, et puis on laissera répondre Laurence à cette question. Tout à l'heure, on parlait du métavers. Approchez bien le micro. Ok. Attendez, je sais plus ce que je voulais dire, je réfléchis. Moi, en tout cas, j'ai 14 ans aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui totalement, mais j'ai 14 ans. Et ça fait 2 ans que je vis dans la Covid-19, comme tout le monde ici. Donc j'ai vécu le début de mon adolescence, même une partie de ma préadolescence, dans la Covid-19, donc dans cette peur de l'attraper, dans cette peur du virus. On m'a toujours appris, du coup, depuis ces 2 dernières années, à ne pas trop toucher les gens, à ne pas trop les approcher. J'ai pas pu vraiment vivre des concerts entre amis, aller dans des bars. Enfin, il y a une sorte de peur du toucher qui est quand même très présente. Et le métavers, en soi, si on arrivait à développer peut-être des serveurs qui accueilleraient plus de personnes en même temps, et aussi ce qu'on peut retrouver du coup dans Ready Player One, ou aussi un animé, parce que dans le monde japonais, il y a quand même énormément ça, par exemple Sword Art Online, des choses, du coup, des simulateurs de ressenti physique. En soi, si on avait ça et qu'on pouvait accueillir plein de personnes au même endroit, on pourrait vivre par exemple des concerts, comme vous l'avez dit Déborah Papernik. Hier, vous êtes allé voir un concert de Orelsan. On pourrait aller voir des concerts dans le métavers, par exemple, où on serait du coup des milliers et on pourrait ressentir des choses, rencontrer des gens, sans forcément avoir peur d'attraper un virus ou de rencontrer des choses qui pourraient réellement toucher notre corps. Là, c'est quand même une très bonne question, parce que ça pose la question du corps. Alors, la question du corps physique que la technologie peine aujourd'hui à totalement remplacer dans les émotions. Et peut-être que demain, ce sera le cas. Mais... C'est marrant, je me suis justement posé cette question du toucher cette semaine. En France, depuis le Covid, moi, j'ai serré la main à personne. En fait, les gens ne tendent plus la main. On fait cette espèce de check, là, comme ça. Et la semaine dernière, j'étais aux États-Unis. Ils ont tous serré la main. Et j'étais hyper étonnée parce que moi, j'hésitais. J'avais presque envie de leur dire, c'est peut-être pas obligé. Et je me dis, bon, alors, qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que ce que je n'aime pas, c'est le toucher ? Est-ce que c'est la sensation physique ? Ou est-ce que j'ai acquis une peur d'attraper un virus, quel qu'il soit ? Parce que ça peut être le coronavirus, mais ça peut être la gastro, ça peut être n'importe quoi. J'en sais rien. Je ne sais pas l'analyser aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous êtes quand même là, dans une salle, à vivre quelque chose que vous ne vivriez différemment si vous aviez juste allumé votre ordinateur. Et peut-être qu'on doit tous faire ce réapprentissage de la vie en proximité, avec peut-être des gestes barrières qu'on conservera parce qu'il continuera à y avoir des maladies qui circulent, graves ou pas graves. Donc il y a peut-être un juste milieu à trouver et un réapprentissage. Mais c'était important de rappeler justement le confinement. Vous nous parlez de votre expérience de vie depuis 2 ans. C'est ce que j'ai essayé aussi de faire dans la société du sans contact. Et je le disais au début de cette introduction, c'est à quel point cette pandémie a été un accélérateur des usages. Je ne suis pas du tout dans une volonté complotiste de dire que sont les GAFAM qui sont à l'origine de ça, loin de là. Mais en tout cas, ils en ont profité. Il y a eu une opportunité qui a été extraordinaire quand même pour toute cette numérisation du monde. Et c'est vrai que ça pose des véritables questions dans nos usages, dans notre manière de vivre, où il y a eu peut-être 10 ans ou 15 ans d'accélération sur notre tolérance et notre manière de vivre la relation à l'autre, qui peut donc dépasser finalement le toucher, dépasser la sensation. Et c'est intéressant quand vous parlez justement du corps et du toucher, parce que pour l'instant, c'est ce que la technologie n'arrive pas encore à reproduire. On l'a vu dans les images de Corée du Sud, on la voit, cette maman avec sa fille. On voit ce côté un peu très perturbant qu'elle a pu vivre. On a eu l'impression qu'elle avait sa fille devant elle avec les gants tactiles, mais elle ne l'a pas vraiment touché. Il n'y a pas eu ce moment de communion, ce moment de chair, en fait. Hein, ce moment et le jour où peut-être la technologie arrivera, on en est encore très 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 loin, mais en tout cas ça peut être recherché, le jour où elle arrivera à reproduire ou à donner l'impression de reproduire un contact tactile, là il faudra quand même s'inquiéter, je pense, sur l'avenir de l'humanité et de nos échanges. Laurence Allard. L'application qui a connu le plus de succès de téléchargement pendant le confinement était une application qui mettait en scène des corps en mouvement, qui est l'application TikTok. Et c'était assez intéressant d'observer ce déconfinement de cette application qui était plutôt réservée aux jeunes. Et donc vos observations sur la question du corps et du contact
pendant cette période voilà, me rappelle qu'en effet, ce qu'on a cherché à regarder, c'était d'autres nous-mêmes voilà, qui bougeaient, qui dansaient, avec cette fonctionnalité aussi de pouvoir danser à plusieurs. Mais en vous écoutant tous, à remettre à demain ce qu'il faudrait essayer de penser dès aujourd'hui, voilà, ça me questionne. Et je me dis, depuis le début, en fait, on reste dans ce qu'on appelle une ontologie très dualiste, où il y a le monde physique, le monde numérique, comme un double. Et c'est bien le problème, en fait, de cette pensée très dualiste qui nous laisse penser que, justement, les questions écologiques, environnementales sont à côté de nous et nous ne sommes pas dedans. Voilà. Et donc, l'idée même de métaverse, elle reproduit cette ontologie dualiste entre un monde et l'autre, moi et les autres, l'environnement et les humains. Et il y a une proposition un petit peu... il y a plein de contre-propositions en ce moment du côté du Web 3 et des métaverses. Il y a notamment donc une proposition qu'on appelle le Web.0, en rappelant que Internet est le premier réseau décentralisé natif, et donc on peut rajouter des couches de blockchain, de NFT. Ça ne rendra pas la chose plus décentralisée que ce ne l'a été à l'origine. Ça va juste les débarrasser de ce qu'ils appellent le bullshit crypto libertarien. Donc il y a tout un manifeste du Web 2 ou du Web 1.0 c'est tout, qui est diffusé ces derniers temps. Et puis il y a aussi une proposition de pluriverse, en se référant aux apatistes qui ont justement mis en avant la pluralité des mondes et des ontologies et des relations en fait, que nous avons avec notre environnement, avec les autres. Ils appellent ça le pluriverse versus le métaverse, et donc qui essayent de travailler sur des ontologies. Enfin voilà, ils essaient de mettre en place peut-être dans ces mondes pluriverses ce qu'ils appellent une ontologie relationnelle et pas une ontologie dualiste, où justement ce qui compte, c'est l'interaction, les interconnexions, mais entre tous, les humains, les non-humains. Voilà. Et voilà, donc c'était aussi pour rappeler que même du côté des métaverses, il y a aussi des propositions critiques et qui remettent en cause aussi ce dualisme et qui est un peu problématique, parce qu'on on voit bien que tout notre discours consiste à remettre à demain ce qui est un problème actuel, et dans lequel on ne peut plus se séparer de l'environnement, on ne peut plus séparer la data du minerai. En fait, il faudrait recréer un continuum pour repenser le problème dans toute son ampleur. Et pas, voilà, c'était une réflexion. Alors, on va arriver au terme de cette table ronde. Je ne sais pas, Sandra, je pense qu'en termes de timing, on a un petit peu dépassé, mais là, il faut peut-être pas tarder à accueillir peut-être une dernière question, si jamais elle émerge de vos échanges. Oui, allez, une dernière question. Merci. Moi, je voulais, comme une sorte de témoignage, et puis avec une question à la fin. Moi, j'ai pas mal sévi sur Second Life à une époque, et j'étais très étonné de ce que vous disiez, parce que pour moi, c'était pas du tout reproduire un monde à l'identique ou n'importe quoi. Moi, pour moi, c'était un monde d'ingénieurs et d'artistes, hein, où on était en perpétuel libertarisme, ce qui va très bien avec ma vie, puisque je suis plutôt de ce côté-là, et en invention constante. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est cette envie de globaliser, en fait, quelque chose qui attire un certain nombre de gens. Et effectivement, il y a des gens qui vont fuir leur vie pour essayer de se faire un avatar qui leur satisfait mieux, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une majorité. Et pourquoi globaliser ça, alors qu'en réalité, quand on a voulu quitter, parce que Second Life avait un avatar, c'est catastrophique, hein, le poids énergétique d'un avatar. Donc moi, c'est pour ça que j'en suis sorti, très clairement. Et puis ensuite, ce sont des communautés. À partir du moment où on se rend compte que la technique est limitée, ce qui est le cas de Second Life, les serveurs de base sont vraiment très anciens. Si on veut changer et aller, par exemple, dans la deuxième vie de Canal+, le deuxième monde de Canal+, les communautés n'ont pas suivi. Exactement comme sur Facebook, quand on essaye de changer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu pervers à essayer de vouloir toujours faire de quelque chose, d'une expérience qui réussit au niveau local, on va dire, comme tu disais, et puis le globaliser mondialement? Quand on parle de métavers et
d'un métavers ou de plusieurs métavers avec des mondes persistants, une identité persistante, etc. Aujourd'hui, quand vous vous connectez à Internet ou quand vous vous connectez sur différents jeux, à chaque fois, vous avez un login, un mot de passe différent. Vous ne pouvez pas emporter votre identité, qu'elle soit ce que vous possédiez ou l'histoire de vos communications ou vos amis. Vous ne les emmenez pas d'un endroit à l'autre. Tout ça, c'est très différencié. Une des promesses évoquées pour le métavers, c'est que vous pouviez embarquer votre personnage avec tout ce qu'il comporte. Ce qu'il possède, ce qu'il a acheté, ses communications, ses amis, d'un univers à l'autre. Et puis vous aurez parmi vos amis des gens qui iront jouer avec vous ou qui iront commercer ou qui iront faire des expériences diverses et variées dans le métavers avec vous, qui seront peut-être pas toujours les mêmes, qui feront partie quand même de l'ensemble de vos amis, et avec peut-être un seul point d'entrée qui sera votre identité personnelle. Mais ça n'empêche que tout le monde ne sera pas ensemble surtout. Et quand je parlais de serveurs, je parlais en particulier du cas précis de jeu du type Fortnite, où on nous fait croire en fait qu'il y a des millions de gens, et en fait, oui, il y a des millions de gens qui y jouent, mais ensuite, serveur par serveur, ils sont pas tant que ça. Donc en fait, vous êtes avec vos amis, vous serez peut-être pas avec tous vos amis sur le même serveur, vous pourrez peut-être pas échanger avec eux, mais dans le futur, vous aurez probablement cette possibilité de rencontrer des gens plus variés ou d'emmener tous vos amis au même endroit. Et ça renvoie finalement, puisque vous parlez de ce faux semblant, d'avoir cette promesse d'être en connexion avec plein de gens, et finalement un nombre de personnes assez réduit. C'est exactement ce qu'on vit sur les réseaux sociaux avec ces effets filtres, ces effets bulles, où on a l'impression de parler à une communauté de X milliers de personnes, mais au final, notre message finalement est-il adressé qu'à un tout petit pourcentage de cette communauté. Et on en revient, et ce sera peut-être le mot de la conclusion, puisqu'on parlait de liens intergénérationnels, avec parfois cette illusion des échanges numériques qui nous donne l'impression de parler à tout le monde, alors qu'au final, on ne sait pas vraiment à qui on parle, ou on parle à des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes préférences, qui ont les mêmes goûts que nous, qui peut parfois éviter cette rencontre avec l'autre, alors que dans les échanges réels, comme on a pu vivre à l'instant même, ce sont des individus qui ont peut-être été de passage, comme ça ici à Grande Contrôle, qui ont vu de la lumière, qui sont rentrés ici, qui se sont assis, qui ont écouté une conférence, et tout cela n'était pas programmé, tout cela était le hasard et la fameuse poésie de la rencontre. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Alors, en termes de ressources, je renvoie au dernier ouvrage coécrit par Laurent Salard, Alexandre Monin et Nicolas Nova, qui s'appelle Écologie du smartphone. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Laurent Salard, je crois que vous faites une petite signature d'ailleurs de cet ouvrage-là avec Alexandre, dans la poursuite de cette table ronde. J'aurai le plaisir aussi de signer le livre de la Société du Sans Contact qui a ouvert cette petite conférence. Vous rappelez aussi en termes de ressources, puisqu'on a beaucoup parlé de métavers, que c'est un objet très complexe à comprendre et qui provoque finalement de multiples réflexions à la fois sociologiques, économiques et philosophiques. Je vous renvoie à une émission que j'ai le plaisir d'animer aussi sur France Culture qui s'appelle Le Meilleur des Mondes, qui est disponible en podcast, et on parle beaucoup justement de ce métavers, et pour bien le comprendre, pour bien le cerner, on a souvent besoin d'un peu plus d'1 heure. Mais merci Déborah d'avoir été avec nous. C'est pas tout le temps qu'on a justement des acteurs et des actrices du marché qui peuvent nous parler de l'intérieur des machines. On a souvent tendance à avoir des gens, et on adore parler avec des journalistes ou avec des chercheurs, mais finalement nous sommes que des analystes d'un objet. Et là, on avait la chance d'avoir quelqu'un qui les fabrique ou qui participe à cette fabrication. Merci à vous toutes les deux et merci à vous. Matrioshka.